Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre, de la lecture et de l'écriture, Belle Ligne, de la puissance douce pour briser les chaînes de la dépendance. L'auteur dévoile le secret avec un livre sous forme d'atlas pour sauvegarder le patrimoine historique africain. La bataille est historique, mais la jeunesse est en première ligne. Elle prend d'ailleurs les armes spirituelles pour envahir le terrain. Mais l'auteur suit les traces de sa vie avec un récit autobiographique, un pacte de fidélité, un pacte d'engagement aussi. Mon combat pour le patrimoine africain, le livre de Sali Alassane Thiam, écrit, il est l'invité. L'auteur, l'invité de cette émission. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Papa Lune. C'est un plaisir. Partagé. Un livre préfacé par le président Macky Sall. Oui. Ça donne le ton déjà à ce l'ouvrage. Oui. Hein? C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Et il l'a lu. Bien sûr que oui. C'est le premier à l'avoir lu dans le monde entier. Et il vous a dit quoi, par exemple? On peut savoir les secrets un peu de ces Ce qu'il a dit, c'est dans sa préface. Je vais pas... Vous avez déjà lu, j'imagine. Ouais. Non, c'est d'abord un soutien moral. C'est très important de le dire. Aujourd'hui, le hasard a fait qu'on est tous les deux sénégalais. Il y a un an, j'ai lancé un appel à tous les présidents africains à faire un appel pour les sensibiliser sur la question du patrimoine qui nécessite aujourd'hui une mobilisation internationale. Et il a été le premier président à répondre à cet appel. Et malgré cette période anxiogène de guerre, de Covid, il a quand même accepté de préfacer ce livre. Donc pour moi, c'est en phase avec sa démarche de soutenir les initiatives de la jeunesse. Et ce que me disent aujourd'hui beaucoup de jeunes Africains à travers mes déplacements à l'étranger, que vous avez la chance d'avoir un président qui croit en vous, qui croit en la jeunesse et qui accompagne ces types d'initiatives qui sont vraiment dans une démarche de restaurer la dignité africaine. Et je pense que c'est ce plaidoyer qu'il a également sur les autres sujets, notamment sur notre siège au niveau du Conseil de sécurité, sur notre place au G20, mais tant d'autres, sur l'environnement, etc. D'ailleurs, félicitations sur l'environnement. J'ai vu que vous avez pris... Comme on dit, nous sommes écolos. Et parlons un peu de sa préface. Il y a un mot qui fait le titre. Et le mot également est dans votre titre. C'est le mot patrimoine. Pourquoi vous aimez ce mot? J'adore ce mot. Oui. Mais le patrimoine, par essence, c'est le passé dans le futur et dont l'objectif est de maintenir l'esprit des civilisations anciennes. Aujourd'hui, je pense que tout ce qui fera notre fierté à l'international, si l'Afrique est connue dans le monde, c'est grâce à sa culture, c'est grâce à son patrimoine. Mais l'anecdote que je donne, le Premier ministre ukrainien est venu rendre visite à notre président il y a quelques semaines de cela, ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'il a ramené comme cadeau? C'est un tableau d'un poème du président Feu Léopold Sédar Senghor. Ça en dit beaucoup. Si à travers le monde, on connaît l'Afrique, à travers le monde, on nous respecte, c'est grâce à notre culture. Maintenant, à nous de le prendre à main, de l'exacerber, de le vendre à l'international, mais de le défendre surtout et de faire sa promotion. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez un peu de ce legs, cet héritage, parce que vous parliez de votre père, qui aimait également ce mot, le mot patrimoine. Il y a une sorte de succession, de transmission, de legs qui se poursuit entre père et fils. Tout à fait, et j'en suis très très fier. Vous savez, il y a cette vertu que nous, aujourd'hui, cette génération qu'on doit prôner, c'est la transmission et le dialogue intergénérationnel. Que nos aînés puissent nous transmettre leur esprit, leur expérience, mais également nous avec notre dynamisme, l'expérience et l'apprentissage qu'on a, mais aussi avec les instruments de notre époque. Parce que l'époque d'il y a de Cheikh Anta Diop, de Mamadou Dia, de Senghor est différente de l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, à nous d'utiliser les armes de notre époque pour aller faire comprendre notre culture, pour aller le vendre à l'international, mais aussi pour nous faire respecter et nous permettre de découvrir l'autre en trouvant notre voie dans le cadre du patrimoine, mais de la culture d'une manière générale. Nous sommes en 2022. Le continent africain, la plupart des pays africains ont 60 ans, une soixantaine d'années d'indépendance. Mais votre plaidoirie met le curseur sur l'indépendance culturelle. Bon, ma question, c'est à quoi ont servi nos indépendances? Vous savez, on parlait de négritude à l'époque, mais je pense que cette négritude est aujourd'hui désuète. Parce que, ah oui, c'est un combat... Non, c'est pas que c'est un combat qui est... déjà rangé aux oubliettes. Déjà rangé aux oubliettes, mais c'est qu'une fierté de quelques-uns. Et moi, mon objectif et celle de notre ONG aujourd'hui, c'est de créer ce sentiment d'appartenance chez chacun de ces jeunes Africains, mais également Sénégalais. C'est qu'ils puissent croire à leur patrimoine, qu'ils puissent aller s'abreuver à la source de leur patrimoine historique culturel. C'est comme ça qu'ils vont comprendre les réalités et les enjeux de ce monde dans lequel on est en train de vivre.
Et c'est très important d'avoir ce plaidoyer parce que l'Afrique a énormément de points positifs à vendre dans le monde. On parle de l'Afrique berceau de l'humanité, on parle de l'Afrique et son histoire, et ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Donc à nous aujourd'hui, jeune génération, d'aller comprendre ce qui s'est passé dans le passé avec nos aînés, et essayer également de créer une corrélation, une linéarité avec ce qui va se passer dans les années qui vont venir très prochainement, en comprenant nos problématiques, que je développe d'ailleurs dans cette raison pour laquelle je l'ai écrit. Mais l'indépendance culturelle est plus importante que l'indépendance institutionnelle, non? D'où l'importance de ce combat. Tout à fait. Et je commence par le livre, par ça. Je dis que le préalable de l'indépendance économique, sociale et autres, c'est l'indépendance culturelle. Si aujourd'hui on ne connaît pas d'où l'on vient, on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas ce qui nous lie, ce qui a fait qu'hier, que dans le siècle passé, que des étrangers sont venus piller nos patrimoines, nos objets culturels dans nos espaces, c'est parce qu'il y a un génie créateur qui était dans nos ancêtres. Aujourd'hui, il faudrait qu'on essaye de créer une dissonance cognitive par rapport à la jeunesse africaine, mais sénégalaise d'une manière générale. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est de les permettre de voir quelque chose qui va briser ce qu'ils croient. Ils croient aujourd'hui qu'ils ne sont pas la seule voie du salut, c'est d'aller à l'étranger, c'est d'aller dépasser les frontières, mais ce n'est pas comme ça qu'on va se faire respecter. On est dans un monde aujourd'hui qui est en train de changer, qui est en train de prendre une nouvelle tournure, et pour faire partie de ceux qui en fixent les règles, mais aujourd'hui, c'est l'éducation. On ne peut pas être au rendez-vous du destin si on s'étouffe de l'éducation culturelle. Le tableau est noir quand on parle de l'éducation au Sénégal. Le présent est étouffant, d'autant plus que cette expression Barça ou Barsac montre un peu que ceux qui partent, par exemple, ne le font pas de leur plein gré. Ils sont déjà des cadavres ambulants ici. Bon, vous savez, on peut avoir le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié rempli. Je donne un exemple. J'en parlais il y a quelques jours avec un des journalistes de La Place. Ce que je dis, prenons l'exemple de Sadio Mané. C'est un exemple parfait. Pourquoi je cite Sadio Mané? Sadio Mané vient d'un village dans le sud du Sénégal, Bambali. Sadio Mané aujourd'hui est, à mon avis, c'est pas parce que je suis sénégalais, est le meilleur joueur du monde entier. C'est pas parce que le Benzema ne mérite pas le ballon d'or. Non, loin de cela. Mais l'observation qu'on peut faire et les deux choses qu'on peut retenir de Sadio Mané, c'est son humilité et le travail. Donc Sadio Mané n'a pas décidé de prendre la mer pour aller judo-fi, tech-fi, c'est quelque chose de très possible. Être né dans ce pays, se battre, c'est-à-dire comprendre les enjeux et d'essayer de vivre dignement, pas forcément avoir un diplôme, pas forcément aller dans les universités, mais chacun. Moi, je pense que nos frères et nos sœurs qui travaillent dans la menuiserie, dans le mécanique, etc., des artisans doivent pouvoir vivre, eux, de leur travail. C'est comme ça qu'on va réussir à inverser la tendance. Mais ceux qui prennent les pirogues pour traverser l'océan, je ne suis pas dans le jugement. Mais ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se recentre aujourd'hui sur l'essentiel, qu'on se dise aujourd'hui, les pays qui sont développés, demain on est en train de vivre un nouvel monde qui va se mettre en place. Comment on va se faire respecter? Comment on va participer à ce nouvel monde en sortant de cette chaîne de consommation, de prêt à être consommé? Mais la seule voie aujourd'hui que je vois pour être indépendant dans cela, c'est aller chercher le savoir, c'est de comprendre nous d'où l'on vient. C'est d'abord le point principal, initial, primitif, qu'on doit mettre en place et se dire que les puissances mondiales aujourd'hui qui détiennent le monde, demain, ce n'est pas avec les armes qu'on va dominer le monde. Ceux qui détiennent les idées vont être ceux qui vont diriger le monde. Et je prends l'exemple, par exemple, vous prenez l'exemple de la Chine. La Chine forme plus d'1 million d'ingénieurs par an. L'Inde en forme 1 million. La Russie, aujourd'hui, forme plus de 45 000 ingénieurs par an. La France en forme 40 000. Pourquoi je vous dis cet exemple? Parce qu'on ne peut pas demain, c'est-à-dire que si on veut développer un pays, si on veut développer le Sénégal ou les pays africains, il faudrait que c'est-à-dire que le niveau d'éducation soit à l'aune des enjeux de développement de notre pays. Et quel jugement par rapport à notre niveau d'éducation? Le tableau est noir, on le sait tous, mais nous, jeunes générations, on doit pouvoir créer, on doit pouvoir aller susciter l'intérêt de nos jeunes en leur disant que c'est possible. Moi, je suis un Boy Sicap. C'est-à-dire que je me suis battu pour... Je ne dis pas que je suis arrivé, non. Mais j'essaie tant bien que mal de participer... Produit de l'école publique, vous le montrez Oui, un pur produit du système éducatif sénégalais. Mais il y en a qui en ressortent. C'est-à-dire qu'il y en a il y a des cas exceptionnels. Par contre, ce que l'on voit, et pour être très honnête, la majorité de nos jeunes générations aujourd'hui sont dans l'instantanéité. Ils sont tout de suite, ils ont tendance à ne plus aller s'abreuver de leur culture, à ne plus aller s'abreuver de cette transmission intergénérationnelle. Mais c'est comme ça qu'on va se perdre.
Raison pour laquelle on a écrit ce livre pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire aux jeunes qu'on doit pouvoir prendre en main le destin de nos patrimoines, mais en traitant les vrais sujets. On n'est pas dans une posture victimaire, on n'est pas dans du pointage finger en accusant l'autre. C'est en essayant de voir ce qui ne va pas chez nous et de traiter les problèmes d'une manière vraiment apaisée, sans rentrer dans la violence, parce que je pense que la violence ne nous mènera absolument à rien du tout. C'est l'argument des hommes faibles. On parle un peu d'indépendance culturelle et de la dépendance culturelle. Surtout, qu'est-ce qui maintient jusqu'à maintenant cette dépendance culturelle-là dans nos pays? Bon, cette dépendance culturelle, qu'est-ce qui la maintient? C'est des problématiques aujourd'hui qui sont des goulots d'étranglement de notre culture, de notre politique culturelle de manière générale. Et les deux exemples que je cite sur lesquels on a décidé de travailler, la première problématique, c'est notre sous-représentation sur le grade des sauts de visibilité touristique, qui est la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, figurez-vous, l'Afrique, qu'on connaît tous, l'Afrique qui est extrêmement riche, qui a une profusion de sites naturels et uniques, est extrêmement sous-représenté sur cette liste-là, qui est internationale. Quelques chiffres, 1154 patrimoines dans le monde qui sont classés, seuls les 106 sont africains. Chaque année, on nous prend 2 à 3 patrimoines, on dit tout le continent africain, on vous classe 2 patrimoines, et restez à votre place. Et c'est ce même discours que tient le président par rapport au G20, par rapport au Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui qui a changé, raison pour laquelle on prône un multilatéralisme d'action. C'est-à-dire que là, on appelle les pays, on appelle l'UNESCO notamment, qui est le bras intellectuel du système des Nations Unies, à reconsidérer la position de l'Afrique. À leur dire que si vous voulez réfléchir au lendemain du patrimoine mondial, mais il faut passer par le patrimoine africain, il est extrêmement riche. Et nous, ce que l'on propose, parce que c'est bien de dénoncer les problèmes, mais derrière, il faut proposer des solutions. Ce que l'on propose très concrètement sur cette problématique-là, je vais revenir sur la deuxième problématique, c'est nous, Africains, qu'on n'attende pas les pays européens, qu'on n'attende pas les Nations Unies ou l'UNESCO pour pouvoir créer, nous, notre propre liste, notre propre label du patrimoine africain. Et c'est la solution qu'on propose. C'est-à-dire qu'en créant ce label du patrimoine africain, c'est un signal très fort au monde entier. C'est-à-dire que là, on va dire que nous, Africains, on n'attend pas qu'on nous liste dans cette fameuse liste prestigieuse internationale. On va créer notre propre label du patrimoine africain. On va derrière créer nos propres systèmes de cotation de nos patrimoines. On va développer d'une manière inclusive des politiques touristiques qui vont servir ces patrimoines-là, qui vont nous permettre d'être connus dans le monde. Et là, l'UNESCO va reconsidérer, va revoir ses ambitions à la baisse en disant que oui, tout à fait, les pays africains ont quand même cette capacité à prendre en main le destin de notre patrimoine, mais d'abord, il faut que ça vienne de nous. C'est pas à eux de nous... c'est pareil sur la deuxième problématique, qui est la majorité de nos objets culturels qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes. C'est comme vouloir éclairer le jour avec une lampe. Et ces décisions de Macron de rapatrier nos œuvres d'art, est-ce un peu leur politique ou bien une décision, vraiment une décision venant de l'Occident de faire ou bien de réaliser cette justice culturelle dont vous parlez dans votre ouvrage? Bon, en tout cas, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron pour comprendre pourquoi il l'a fait. Le constat qu'on peut faire, c'est-à-dire on est dans la positivité. On croit à la bonne foi des uns et des autres. C'est un petit pas. C'est un petit pas, mais il est important d'avoir ces petits pas. Césaire disait dans une de ses pièces, un pas, un autre pas, et encore un autre pas, et tenir garder chaque pas. Moi, je pense que ces pas de fourmis sont très très importants. C'est comme ça qu'on arrivera à insuffler. Le président Macron n'a pas voulu forcément restituer. Il a dit qu'il voulait que les conditions de restitution soient réunies dans les 5 prochaines années pour pouvoir restituer au peuple d'Afrique qui méritait quand même de recouvrir une certaine partie de leur patrimoine, de leur histoire, de leur dignité culturelle. Et le constat qu'on peut faire, c'est que depuis 5 ans, il n'y a eu que 26 objets qui ont été restitués. Mais ça, c'est les faits. Par contre, derrière, ça a permis aux pays européens de prendre conscience, de dire « d'accord ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont commencé à emboîter le pas à la France. On voit le cas de l'Allemagne qui a signé un partenariat avec le Nigeria pour restituer les bronzes du Bénin, qui sont les œuvres d'art les plus réputées aujourd'hui en Afrique. On voit que l'Angleterre a également, une université anglaise a restitué au Nigeria un coq qui était pillé à l'époque coloniale. On voit que les États-Unis sont également rentrés dans cette danse. Maintenant, nous, Africains, qu'est-ce qu'on doit dire? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il faut qu'on soit proactif, il faut qu'on soit au-devant de la scène et proposer les choses. Ce que l'on propose et qu'on a proposé d'ailleurs et que le président, je salue quand même la hauteur et la sensibilité du président Macky Sall par rapport à cette démarche aujourd'hui en tant que porteur de voix de l'Afrique, de faire 2 plaidoyers sur le patrimoine africain parce que moi je me méfie des gens qui veulent faire de la politique et qui ne font aucune référence aux arts et à la culture. C'est ça qui aujourd'hui... C'est vide selon vous?
cette position. C'est des positions vides et qui ne vont pas nous mener à l'horizon que l'on veut, qui ne vont pas nous mener au rendez-vous du destin. Donc le président a fait ces deux plaidoyers. D'abord à Addis Abeba, il a dit que l'Afrique que nous voulons ne peut pas faire l'impasse sur son héritage culturel. Il l'a dit en Afrique, mais également en février lors de leur sommet Union européenne et Union africaine. Nous, aujourd'hui, en tant que société civile, c'est bien de proposer des démarches, c'est bien de les porter. Mais derrière, il faut avoir des leaders politiques qui peuvent les porter à l'international. Parce que ces questions de la restitution, par exemple, nous, en tant que, si UNEDNI veut réclamer ces objets et autres, ces pays qui les ont pillés, mais opposent tout de suite, automatiquement, des faits de non-recevoir. Ce qui s'est passé durant les dernières années. Maintenant, ces politiques, c'est-à-dire des chefs d'État qui acceptent de porter ces projets, c'est comme ça qu'on réussira à imposer, nous, notre démarche. C'est comme ça qu'on réussira à imposer la légitimité, la dignité africaine. Donc, je disais tout à l'heure que le président Macron en a fait un au Sénégal avec le sabre de la Jomartal. Ouais. D'ailleurs, dans le livre, je rends hommage à Thierno Madani Tall, qui est le calife d'Al-Dakar de la Jomartal. C'est extrêmement important qu'on puisse travailler avec les États, mettre en place une intelligence relationnelle, qu'ils puissent nous porter à l'international et développer des projets à grande échelle, mais également de discuter avec nos dignitaires religieux, nos dignitaires culturels. C'est comme ça qu'on réussira vraiment à gagner ce challenge, à se faire respecter dans le monde entier. Il ne suffit pas de rapatrier pour rapatrier. Ces œuvres également ont besoin de vivre. Est-ce qu'il y a des antres, des paravents qui permettent un peu à ces œuvres-là, même si rapatriées, d'être en vie? Tout à fait. Mais avant de venir sur cette vie qu'on doit donner à ces objets, d'abord, il faut mettre en place le préalable. Oui. Et ce préalable, c'est quoi? Aujourd'hui, la France, par exemple, nous appelle dans un débat, parce que depuis que le président Macron a pris la décision de restituer aux pays africains, on a vu que le Sénat français a voulu créer un comité pour pouvoir étudier des demandes uniques de restitution, alors qu'on parle de 90 000 objets. On n'est pas encore sorti de l'auberge si on laisse le Sénat français rentrer dans ce débat. À nous, Africains, de mettre en place les démarches législatives, parce que ça demande également de l'expérience, c'est d'abord une coopération scientifique, muséale qu'on doit mettre en place. Mais à nous de proposer aux pays africains, aujourd'hui, Papa Lune, si je vous prends votre téléphone, mais ce n'est pas à moi de dire quand est-ce que je le rends, c'est à vous de venir m'expliquer pourquoi je dois vous rendre votre téléphone. Donc, je fais ce parallélisme pour expliquer. Ils nous ont pris les objets, les conditions de spoliation ont été vraiment vérifiées, mises en place par la mission Dakar-Djibouti, et le travail que les Micheleries, etc. ont fait, les ont déjà relatés. On ne parle plus de cette démarche, c'est-à-dire que cette démarche est aujourd'hui légitime. Maintenant, à nous de les appeler dans le terrain du débat des idées, dans la réflexion. Nous, ce que l'on propose très concrètement, c'est un multilatéralisme d'action qui permettra d'aboutir à un commun accord. Ce commun accord aura la forme de convention du patrimoine africain. Parce que cette question est aujourd'hui traitée que de manière bilatérale entre des pays qui ont... mais c'est pareil, pour le G20, on va dire que le pays africain, le Sénégal ou un autre pays est très gentil. En fonction de la relation bilatérale qu'ils ont, ils vont inviter le pays. Maintenant, il faudrait qu'on sorte des sentiers battus, qu'on puisse dire, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Mettons-nous autour d'une table, et c'est ce qu'on propose qui est en phase avec la charte de la renaissance culturelle africaine. On a déjà les textes en Afrique. Il reste à les exploiter, à les comprendre, à les mettre en avant, mais à les respecter surtout, parce que les textes n'ont pas été, je pense, créés, à mon avis, pour juste être rangés dans nos bureaux et qu'on dise qu'ils existent. Ouais. Il faut à un moment donné qu'on puisse s'inspirer de ces textes et nous faire entendre. Donc, pour être vraiment fidèle à la charte de la Renaissance culturelle africaine, qui nous dit à son article 3, vraiment d'encourager la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. Ouais. Et en ce sens, nous, ce que l'on propose, c'est un sommet international du patrimoine africain qui va avoir deux objectifs très clairs. Créer le label du patrimoine africain pour dire à l'UNESCO, ok d'accord, vous ne nous mettez pas dans votre liste ou bien vous ne nous représentez pas assez, on va créer notre propre label, on aura notre propre liste, tous les pays africains pourront déposer leur patrimoine qui mérite d'être connu dans le monde dans cette liste-là. Et deuxième chose, on va mettre en place la convention du patrimoine africain et dire aux pays européens, ceux qui ont une réelle volonté de restituer, vous êtes les bienvenus et là on sortira des sentiers battus et c'est comme ça qu'on avancera. Vous aimez le patrimoine, on peut rester pendant des heures pour parler un peu de ce mot, mais on va parler également de vous, parce que c'est un livre autobiographique. Mon combat, le positif est important. On voit Sali Alassane Thiam sur les réseaux sociaux, dans les débats RFI, France 24. Les jeunesses africaines, sénégalaises ont envie de demander à Sali Alassane Thiam, c'est quoi votre secret? J'ai pas de secret, pour être très très honnête. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans la persévérance qui finit par forcer le destin.
C'est quoi? C'est la résilience. Il faut aimer le savoir. C'est parce que c'est grâce au savoir qu'on va, nous, se faire respecter à l'international. Ce n'est pas aujourd'hui parce que je m'appelle Salih Al-Santiam. Je reviens sur Sadio Mané. Ce n'est pas parce qu'il vient de Bambali ou bien qu'il est sénégalais qu'il est respecté à l'international. De SICAP à Podor, jusqu'à France, des pays, etc. Visiter, tout à fait. Des personnalités rencontrées, des sites également dont vous relayez à travers ces magnifiques images-là pour montrer un peu que l'Afrique a beaucoup de choses à montrer. Parce qu'on est dans une époque aujourd'hui où on est en plein dans la révolution numérique. Si on veut communiquer, on veut faire des choses pour la jeunesse africaine, sans les... c'est comme disait Nelson Mandela, si on veut faire des choses sans nous consulter, c'est contre nous. Moi, ce que je fais aujourd'hui, j'utilise les armes de notre époque pour discuter avec la jeunesse, pour les sensibiliser, les dire que moi, aujourd'hui, je suis à la position où je suis, certes, j'ai décidé d'écrire, certes, pour hisser le niveau, pour dire aux gens que nous aussi, on va nous faire comprendre, on va écrire notre histoire, mais dire aux jeunes que c'est possible. Je viens de Ourossogui, c'est à plus de 600 km de Dakar, où j'ai fait une partie de mes études. Il m'a permis également de me reconnecter à mon histoire, à mon patrimoine. Mais de Ourossogui à Dakar, le Boy Sicap, de Dakar à Paris, mais dire tout simplement aux gens, Mnenanek. C'est possible. Mnenanek, c'est possible. On peut grandir au Sénégal, au plus fin fond du Sénégal, à plus de 600 km de Dakar, loin des privilèges de Dakar et autres. Aller s'inspirer, croire en soi, persévérer surtout, être résilient. Votre africanité, c'est ici plus en France qu'au Sénégal. Pourquoi? C'est exacerbé en France, je dirais. C'est renforcé. Oui, c'est renforcé, voilà, tout à fait. C'est renforcé en France parce que tout simplement, on observe beaucoup en France, parce qu'à un moment donné, on va aller, quand on quittait le Sénégal pour aller en France, cette curiosité, mais surtout vouloir réussir soi-même. Je suis parti certes pour étudier, mais une fois là-bas, on étudie, on observe beaucoup, on regarde cette rigueur qu'ils ont et qu'on n'a pas, on regarde ces patrimoines une fois dans les musées, qu'on se dise, mais il y a une partie de nous qui se retrouve chez eux et que tout le monde entier voyage pour aller voir ces patrimoines qui nous appartiennent. Donc ça crée... en Wolof, on dit firangue. Et ça motive la personne à se dire comment on doit faire pour quand même voir que ces objets puissent retourner. Parce qu'il y a une bonne partie de la jeunesse qui ne connaissent même pas que ces patrimoines existent à l'international. Donc, tout simplement, aussi, on a envie de hisser le niveau très haut en se disant moi aussi, j'ai envie de ça pour mon pays. Quand je vois des choses, on se dit il faudrait qu'on essaie de dupliquer ces choses-là chez nos pays qui marchent. Parce qu'on est dans un monde, on ne va pas réinventer la roue. Les choses qui marchent, on essaie de les copier, mais d'une manière objective, bien, et d'essayer de les adapter en fonction, nous, de notre environnement géographique, politique, culturel. Mais le terrain est rempli de choses trappes. Il y a des goulots d'étranglement ailleurs, surtout ailleurs. Et vous parlez un peu de racisme ordinaire. Ça signifie quoi? Bon, le racisme ordinaire, moi, l'exemple que je raconte des exemples, parce que j'ai commencé ma carrière dans le privé. J'ai commencé en tant que chef de projet dans un cabinet d'un député-maire qui s'appelle Alain Claes, dans la ville de Poitiers, dans la ville où Charles Martel avait arrêté les Arabo-Berbères à l'époque. Et moi, je dis dans le livre, moi, personne ne peut m'arrêter parce que j'étais tellement motivé et je devais vraiment m'en sortir seul. Parce que quand je partais, je rappelle en France, j'avais dit à mes parents que maintenant, dorénavant, je me prends en charge. Je savais que je partais à l'aventure parce que je l'ai vécu quelques années avant. Quand j'ai quitté Dakar pour aller au Difficilement. Il a fallu un peu l'intervention de votre père. Oui, tout à fait. Oui. Donc le racisme ordinaire, c'est quand vous venez au bureau le matin et que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaissez pas, vous dites est-ce que vous cherchez quelqu'un? Je dis, moi je réponds, moi non. Et vous, cherchez-vous quelqu'un? Donc c'est des choses qui arrivent, les gens vous montrent que vous n'êtes pas à votre place. Et moi, la seule démarche que je pouvais faire, les seuls actes que je pouvais faire, c'est d'exceller dans mon travail. L'informatique, par exemple. L'informatique, par exemple. Je rappelle une anecdote où j'ai rassemblé des directeurs généraux de certains services et je les formais sur un logiciel d'amélioration de la gestion relations usagers. Ça me faisait plaisir de les donner des exercices qu'ils ne pouvaient pas faire et me dire, voilà, au moins je vais bien les rendre la vie difficile. Donc ça me faisait plaisir de aussi répondre, mais toujours par le savoir. C'est important. Parce qu'on doit pouvoir également travailler en collaboration malgré les différences qu'on a. Et c'est ce que je dis également, même dans la politique, même dans les autres domaines, qu'on puisse se respecter, qu'il y ait un gentleman agreement entre les peuples, entre les opposants, entre les partis au pouvoir, etc. D'autant plus que le monde appartient au métissage. Vos grands modèles, Mamadou Dia en premier lieu, Senghor, deuxième, Cheikh Anta Diop, troisième, ordre de cœur ou ordre naturel? En fait, il n'y a pas forcément d'ordre.
Il n'y a pas d'ordre parce que j'ai beaucoup d'estime et de considération à l'endroit de ces géants de l'Afrique. Ouais. Je ne dirais même pas du Sénégal parce que les Cheikh Anta Diop sont beaucoup plus connus peut-être dans les dom-toms qu'au Sénégal par rapport à notre jeunesse. Oui. Donc, Parce c'est des que références pour moi. leurs œuvres ne figurent pas dans les classes, par exemple. C'est aussi simple que ça. Ah oui, absolument, Ouais. absolument. C'est des fiertés, il n'y a, Oui. pas forcément d'ordre Ben. de cœur. Tout simplement, je les cite parce que c'est des personnalités qui m'ont marqué dans mon cheminement, dans la recherche et la quête du soi. Et je pense tout à fait Senghor comme modèle Culturel. Mais vous dites, Mamadou Dia, homme d'État patriote. Pourquoi le choix des mots? C'est intéressant de lire entre les lignes. Il est patriote, j'en suis convaincu. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Et Senghor, Senghor, vous dites un modèle culturel. Un modèle culturel Pas- pour moi. Pas homme d'État. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas un homme d'État, Oui. mais je définis en fonction de moi comment je vois les choses avec les lunettes sur lesquelles je regarde ces références et à quoi ils m'ont été utiles dans le cheminement que j'ai aujourd'hui. Senghor, un homme de culture multidimensionnelle, on ne peut pas le lui refuser malgré certaines divergences parce que je suis également, j'ai été membre du MSU en France où j'ai milité. Je raconte également dans le livre quelles sont les raisons pour lesquelles je me suis retiré de cette démarche parce que je suis dans une opposition constructive. C'est-à-dire, moi, je peux ne pas être d'accord avec vous. Par contre, les choses qu'on peut faire positivement, il faut qu'on les fasse. Ouais. Je me méfie des gens qui croient à un système ou bien à un idéal à 100% et je pense que cela ne permet pas, nous, êtres humains, de prendre du recul et d'observer. Et cela, c'est ce qui mène aujourd'hui à ce que l'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, des jeunes qui croient et qui deviennent dogmatiques. Et c'est ce qui mène à la folie parce qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir observer et d'étudier les problèmes à leur juste valeur et de pouvoir faire leur choix d'une manière objective. Le débat, il est important dans notre pays. Parlons un peu de l'actualité politique. Vous interpellez la jeunesse sur le combat de restitution, mais l'actualité politique dans le continent, parce que vous vous définissez comme étant panafricain, est assez noire. Pour parler un peu des coups d'État, au Sénégal, on a une actualité politique en remous. On parle de la question du troisième mandat, on parle un peu de ses richesses naturelles, le pétrole et le gaz. Le contexte politique est en évolution avec des divisions internes. Quelle réflexion? Pas de réflexion subjective. Ce que l'on voit, moi, l'image que j'ai du Sénégal, c'est ce que je peux dire. Je suis très souvent et beaucoup même à l'international. Et le constat que je peux donner, sans pour autant rentrer dans des débats Allez-y. politiques, c'est l'image du Sénégal positive. Ah oui. C'est l'image du Sénégal très positive, un pays stable par rapport à la On a sous-région. vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On a Oui, vu les événements du mois de mars. C'est déplorant ce Oui. qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je le dénonce avec beaucoup de Oui. vigueur. Ce que je disais tantôt, on doit pouvoir s'opposer, mais dans une opposition positive. Le constat que je peux faire et que je sanctionne et que je dénonce, c'est-à-dire que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, moi, ne m'inspire pas et me fait peur. C'est-à-dire que la percée de l'opposition aujourd'hui au Sénégal est incontestable. Oui. Et ça, c'est vraiment des preuves que le Sénégal est un pays démocratique, comme dans toutes les démocraties du monde. Oui. Ça, c'est un premier fait. Mais on doit pouvoir s'opposer, mais dans la dignité et se respecter. Mais respecter nos institutions également, la sacralité du pouvoir. C'est-à-dire que ça, c'est un point très important et je pense que je suis intransigeant là-dessus. Je le sanctionne, je ne suis pas fier de ce Sénégal. Le Sénégal est un pays quand même respectable. Le Sénégal de Mamadou Dia, le Sénégal de Cheikh Anta Diop, le Sénégal de Senghor. Et qu'on doit respecter. Les institutions, l'Assemblée nationale est une institution qu'on doit respecter, qu'on doit renforcer. Jamais au Sénégal, il s'est passé ce qui s'est passé à la rentrée de l'Assemblée nationale. Et ça, tous les adeptes de la République du Sénégal doivent le dénoncer. C'est des actes qui vont à l'encontre de notre démocratie, c'est des actes qui vont à l'encontre de l'unité nationale. Et ces gens qui l'ont fait, moi je pense que n'en sont pas fiers. Peut-être qu'ils l'ont fait sous l'acte, mais avec la jeunesse, la fougue, etc. Mais c'est des actes qu'on doit tous dénoncer et on doit pouvoir travailler main dans la main et en collaborant dans le respect de nos différences. C'est comme ça qu'on va réussir à construire un nouveau Sénégal. Je ne vais pas fuir le sujet. Il y a un sentiment de défiance aujourd'hui qui est là. Et comment le faire? Moi, je pense que la tâche du gouvernement est aussi très difficile parce que l'exercice du gouvernement, c'est de trouver un équilibre entre la performance de l'action publique et les exigences de la jeunesse qui sont très pressées, qui veulent tout de suite. Donc, vraiment, moi je prône la paix. Ce que je veux, c'est qu'on puisse construire notre Sénégal, qu'on puisse se regarder dans les yeux demain et de dire, voici ce qu'on a fait du Sénégal. Et cette viatique qu'on va laisser aux générations futures, on doit en être fiers. Et pour ça, il ne faudrait pas qu'on mette
ne faudrait pas des actes puérils qui vont demain nous vraiment mener, parce que ces images vont rester dans l'histoire. Exactement. Nos arrière-petits-enfants vont le voir et ne seront pas fiers de ces actes. Je dénonce ces actes et je pense qu'on doit tous pouvoir s'opposer. Ils sont dans leur rôle, le parti au pouvoir est dans son rôle, mais qu'ils essayent de travailler ensemble, main dans la main, qu'ils puissent s'opposer, qu'il y ait un gentleman agreement entre eux. Sali Ali Santia, merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous. Mon Papa. combat pour le patrimoine africain. Son ouvrage autobiographique préfacé par le président Macky Sall. La cérémonie dédicace, ce sera le 5 novembre au Musée des civilisations noires de Dakar, sous le patronage du président de la République, qui est le préfacier de cet ouvrage. Rendez-vous tous au Musée des civilisations pour la série de présentations et de dédicaces de cet ouvrage autobiographique à Sali Alassane Thiam, l'invité de votre émission Belle Ligne. Merci également à la noblesse anodine, ceux et celles qui nous ont permis de réaliser cette émission Espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV. Bonne suite des programmes.